Alors, je vais revenir rapidement sur l'étape 2. D'abord sur le problème que j'avais eu avec le live restart de, de Spring Boot. Donc, ici, la manière dont j'ai résolu le souci, j'ai simplement dans le fichier POM, vous avez vu que vous allez voir qu'à un endroit, vous avez le plugin Spring Boot Maven plugin qui est activé. J'ai rajouté ici ce bloc configuration fork true et configuration. Donc ça a résolu mon problème. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait dans une manipulation précédente où j'avais directement fait cette étape ici et j'avais pas eu besoin de faire ça. Donc c'est pour ça que ici j'ai eu le souci. Et ça c'est quelque chose qui marche pour NetBeans. Maintenant si vous êtes dans IntelliJ, ce ne sera pas exactement la même procédure. Donc là il y a vraiment quelque chose qui est spécifique à l'IDE, parce que l'idée c'est ce qui va déclencher le restart, c'est il faut que Spring Boot détecte un changement dans les points classes qui sont générés. Comme les IDE vont générer ces points classes dans des endroits différents des fois, c'est ce qui fait que vous allez dans certains cas passer à côté du refresh. Bref, en rajoutant ces trois lignes ici, maintenant je suis dans un état où si je viens sur le contrôleur, si j'efface ça et que j'enregistre, vous voyez qu'en bas, il a restarté le truc et donc en à peu près une seconde, j'ai la nouvelle application qui est exécutée. Je ne suis pas obligé de stopper ici, de faire un clic droit sur le serveur, de relancer Spring Boot et d'attendre 4 ou 5 secondes. Donc c'est le genre de choses. Pour trouver ce setup dans NetBeans, la première fois que je l'ai fait, ça m'a probablement pris 2 heures, mais c'est 2 heures qui sont bien investies parce que ça améliore vraiment beaucoup l'expérience utilisateur. Alors, ce que je vais faire encore dans ce webcast, c'est reparler un petit peu plus du code qui a été généré. On a ici notre application Spring Boot, donc là rien de spécial, mais vous voyez que vous avez ici le @enable_swagger2, la notation, qui vient du projet SpringFox. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis dans une application Spring Boot. J'ai même pas forcément générer cette application depuis Swagger. Je pourrais avoir démarré depuis zéro, avoir pris un tutoriel Spring Boot et fait mon API REST. Et puis ce que je fais, c'est que j'intègre le projet SpringFox. Je lui dis j'ai envie de faire maintenant dans ce cas-là du bottom-up et de publier une documentation interactive. Et donc ce qui va se passer quand je vais faire le enable Swagger 2, et il faut savoir que SpringFox supporte les deux versions de Swagger, eh bien SpringFox va explorer, va aussi scanner les composants Spring et va automatiquement générer de la documentation. Hein, donc il faut bien voir qu'on est dans un setup où on combine le top-down pour avoir généré notre squelette, mais le squelette qui est généré, lui, il est configuré pour faire du bottom-up. Hein. Donc c'est des fois un petit peu difficile de s'y retrouver, mais cette annotation enable Swagger 2, elle est vraiment faite pour publier une documentation interactive depuis le code. Donc ce code, j'aurais pu l'écrire depuis zéro et ça aurait aussi fonctionné. Si on vient dans cette classe ici, dans cette configuration, c'est là où on va pouvoir donner des instructions à SpringFox et à lui dire qu'est-ce qu'on a envie de publier. Donc c'est là où on va pouvoir
dire quels sont les packages qu'on veut explorer, où est-ce que tu vas trouver les contrôleurs, les annotations qui font que tu vas pouvoir publier des choses. Donc là, pour le moment, j'utilise ce qui a été généré dans le squelette. Mais si vous allez dans la documentation de SpringFox, c'est là où vous allez avoir toutes les infos sur ce DSL. Et puis il y a l'idée qu'on peut aussi avoir plusieurs dockets ici. Donc on peut aussi générer plusieurs facettes de l'API. Donc ça c'est vraiment pour bien comprendre ce processus ici. Et puis si on revient maintenant sur le code, ce qui est vraiment agréable, c'est qu'on a la séparation entre une interface ici et puis une implémentation. Et finalement, là maintenant, je commence à comprendre ce dont j'aurais envie par rapport à mon workflow de développement. Chaque fois que je modifie l'API ici, ce que j'aurais vraiment envie, c'est que cette API et les DTO, puisque les DTO sont utilisés dans l'API, soient régénérés. Et puis ça, c'est une interface, donc là, a priori, il n'y a pas vraiment de raison que j'ai besoin de le modifier. Donc quand je vais avoir mon cycle où je modifie l'API REST, je rajoute un endpoint, je modifie un endpoint, ce que j'aimerais, c'est régénérer cette API. Par contre, le contrôleur, qui est l'implémentation de l'API, ça, j'aimerais pouvoir finalement le fournir moi-même. Et puis évidemment, si je régénère, ben, mon code va plus compiler. Hein, si j'ai modifié, si j'ai rajouté une méthode, ou si j'ai changé les types, ça va peut-être plus fonctionner. Mais justement, ce sera pratique, j'aurai les voyants en rouge dans l'IDE et je pourrai les modifier. Donc c'est là où on commence à dire, finalement, si j'étais capable de générer une partie du code dans des packages interface, et puis de laisser tranquille mes packages implémentation, et de pas les avoir impactés par le processus de régénération, ce serait bien pratique. Et c'est ce que cette troisième étape va nous permettre de faire. Ce qu'on voit aussi, c'est que finalement ici, ça c'est vraiment, hein, je l'avais dit avant, ça c'est des DTO. Et donc, on est dans un processus où finalement, je vais avoir quelque chose de bien pratique puisque je vais dans l'API spécifier la structure de mes DTO. Et par contre, mes classes Java, ça, elles vont pouvoir être générées automatiquement. Ça, c'est très agréable, c'est très agréable. Ok, donc là, on a compris un peu plus ce qui se passait. On a maintenant quelque chose qui est assez agréable pour avoir le live reload. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que je fais du top-down pour générer un squelette de code. Mais ce squelette de code, il utilise de base SpringFox pour faire du bottom-up et pour générer la documentation d'API que je vois ici. Hein. Donc ici, ce que je le vois parce que SpringFox a été intégré au projet et parce que j'ai ici eu cette annotation @enable Swagger 2. C'est ce qui fait que mon code va être inspecté, les contrôleurs Spring Boot ou les REST contrôleurs Spring Boot vont être détectés et vont être exposés. Ok, alors on va s'arrêter ici et puis dans le prochain on va regarder le plugin Maven et puis faire de la génération de code depuis le processus de build.